Oui, le titre de cette intervention, donc, c'est lorsque le dégoût fait irruption, donc, où les frontières du corps, enfin des corps légitimes et illégitimes. Donc mes excuses par avance pour ce sujet, pas très ragoûtant, mais qui j'espère retiendra toutefois votre attention. Alors, peut-être d'abord quelques points d'éclaircissement pour commencer. Communément, on pourrait dire le dégoût provoque évidemment plutôt une forme d'aversion, détournement, on pourrait dire, du regard, bref, le rejet. Et le somatique, ici, impose évidemment sa domination immédiate, à travers des réactions de répulsion, de haut le cœur, de nausée, de vomissement, évidemment. On peut comprendre alors aisément qu'un tel objet, évidemment, n'est pas suscité tellement, on va dire, d'intérêt, et soit difficilement pensable. En tout cas, semble impropre à être pensé. Alors pourquoi précisément s'intéresser au dégoût ? Eh bien, tout simplement parce qu'il permet de lever le voile sur, on pourrait dire, la part d'ombre qui aussi bien que les normes, que les prescriptions classiques, on va dire, organise la vie sociale. Pour reprendre le terme de Norbert Elias, il s'agit finalement de lever le voile sur les coulisses de la vie sociale. Et si on reprend la métaphore également d'Erving Goffman, qui pense la vie sociale comme un théâtre, eh bien vous imaginez bien qu'il y a ce qui se passe sur scène, et puis il y a aussi ce qui se passe dans les coulisses. Et ce qui se passe dans les coulisses n'est pas moins déterminant que ce qui se passe sur scène, voire même, on pourrait même faire l'hypothèse que c'est même plus déterminant d'une certaine façon. Donc, ça participe bien entendu donc, à la régulation des pratiques, et également au tracé des frontières précisément entre les corps légitimes et les corps illégitimes. Toutefois, on a un problème. On a un problème parce que, évidemment, le dégoût est quelque chose qui ne se dit pas facilement. Il est pris dans un certain nombre d'interdits sociaux qui, justement, incitent à le taire. Et comme l'ont démontré un certain nombre de travaux en psychodynamique du travail, il n'y a pas de souffrance qui ne convoque pas des processus défensifs qui ont justement pour objectif principal de taire l'expression même de cette souffrance. Donc l'affect de dégoût, d'une certaine façon, procède, si vous voulez, de manière identique. Et pour le cerner, il faut évidemment passer par la parole des personnes, par des observations détaillées, et la participation à leurs propres expériences par observation participante. Donc la manière dont, on pourrait dire, tout être vivant, enfin dont le corps même de tout être vivant peut susciter donc du dégoût, et les formes de sensibilité qui caractérisent effectivement ce sentiment de dégoût, renvoient à quoi ? Eh bien, renvoient la plupart du temps aux humeurs corporelles, d'abord, et au corps dégradé, on pourrait dire, qui sont parmi les objets susceptibles justement de susciter le dégoût. Et donc ces objets qui suscitent le dégoût, on pourrait dire, sont, si vous voulez, très largement circonscrits dans ce qu'on pourrait appeler le champ de l'organique. Quelqu'un comme un philosophe comme Aurel Colnay, qui a été le premier finalement à s'intéresser à cette question, il a établi finalement une typologie qui est largement recoupée par les travaux contemporains sur cette question, et on pourrait dire, pour simplifier très rapidement un peu les choses, que le dégoût porterait sur un cercle d'objets relativement restreint qui relève finalement de la pourriture, on pourrait dire du dépérissement du corps vivant, si vous voulez, de la putréfaction en un mot, de la décomposition, c'est-à-dire de tout ce qui passe finalement du vivant au mort. Voilà. Donc les excréments par exemple, les excrétions, et puis après un certain nombre d'animaux qui sont associés à cela.
les bêtes rampantes, vulnérables, la vermine, les vers, les rats, les cafards, etc. etc. Bon, je passe, mais enfin, il y a un certain nombre d'objets, d'animaux qui sont reliés à cet organique et à cette décomposition de l'organisme. Bref, en un mot, donc, un vivant qui se désagrège, si vous voulez, qui grouille, qui pullule d'une certaine façon. Donc je disais pour commencer, finalement que c'est bien circonscrit au champ de l'organique. Ça renvoie donc au somatique. Ce faisant, on pourrait alors légitimement penser, un certain nombre d'ailleurs de nos collègues le pensent, en particulier un certain nombre de psychologues, que finalement alors le dégoût n'est pas véritablement un objet des sciences sociales, c'est plutôt du corps, du biologique finalement dont il s'agit, puisque finalement lorsqu'on est dégoûté et qu'on vomit, c'est pas sur commande d'une certaine façon, c'est quelque chose qui vient du corps. Hein. Ce serait pour autant quand même oublier que le dégoût finalement s'éduque, comme le goût. Le goût s'éduque, hein, il est transmis par le social, par l'éducation, il est charrié par la culture, il varie dans l'espace et le temps. Eh bien, c'est la même chose pour le dégoût. Hein. Les dégoûts aussi sont orientés par le social. Et donc, il se déplace, ce dégoût, comme le goût, se déplace dans l'espace et dans le temps. Hein. Il fait l'objet, là aussi, comme le goût, d'une forme de socialisation primaire, tout simplement. Donc, si vous voulez bien, on peut définir donc, on peut s'entendre sur une forme de définition provisoire sur lequel le dégoût est finalement une réaction intense, hein, de rejet, et que ce rejet est à la fois bien sûr physique mais aussi moral, voilà, hein, et que c'est un rejet face à une substance possible, à une situation ou à un être. Au sens générique du terme, ou à une classe d'être, si vous voulez. Et que ce rejet peut aller jusqu'à la nausée, hein, et jusqu'à des réactions physiologiques comme le vomissement, par exemple. Alors, l'idée ici, c'est de se concentrer, évidemment, sur le corps, hein, en prenant donc le corps comme objet possible de répugnance, d'une certaine façon. Donc le corps dans ses différentes substances, morve, crachat, excréments, sang menstruel, sueur, sperme, etc., etc. Et puis dans ces divers états, c'est-à-dire malade, pauvre, vieux, mourant, mort, et le cadavre, etc., etc. Donc il s'agit finalement de basculer dans une forme d'arrière-cour, on va dire, du vivant, et d'essayer de voir ce que ça nous dit finalement de ces frontières des corps légitimes et illégitimes. En fait, on pourrait dire également que le dégoût n'est jamais un objet totalement extérieur. Il est, et on peut souligner immédiatement qu'il est très difficile à objectiver et il est très difficile à mesurer. Et là aussi, on peut difficilement faire l'impasse sur sa dimension subjective. C'est dire la difficulté à essayer de saisir avec les outils des sciences sociales cet objet. Pour autant, pour le dire comme Lévi-Strauss, il me semble que le dégoût est un objet bon à penser. S'il n'est pas bon à manipuler, en tout cas bon à penser, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais. Et évidemment, son étude présente une forme de laboratoire, si vous voulez, une sorte d'observatoire privilégié, hein, pour penser les limites de ce qui est tolérable dans une société donnée. Alors cet intérêt et cette réflexion sur le dégoût n'est pas simplement un travail individuel, c'est aussi le fruit d'un travail collectif, hein, qui est entamé depuis plusieurs années avec deux collègues qui sont Dominique Mémy et Emmanuel Taïeb. Et cette collaboration a débouché déjà sur plusieurs publications, dont la dernière a été publiée en 2016 aux presses universitaires de Rennes sous le titre « Le social à l'épreuve du dégoût ». Et donc je vous renvoie à cet ouvrage.
Alors, quelle était notre idée dans cet ouvrage? L'idée, c'était finalement de poursuivre le chantier socio-historique ouvert par Norbert Elias. Mais ce coup-là, en focalisant l'attention sur ce que le dégoût nous révèle du travail identitaire, si vous voulez. Travail identitaire à la fois individuel et collectif. Et ce qui nous révèle de ce travail identitaire aujourd'hui, dans nos sociétés. On pourrait dire que, et c'est aussi en partant de cette idée que l'individuation, qui est le produit, on pourrait dire, de la civilisation et de la division du travail, que cette individuation continue évidemment à se traduire par un autocontrôle nécessaire, et un autocontrôle, on pourrait même dire, croissant des pulsions, mais que cet autocontrôle prend aussi une autre forme, si vous voulez. Et que le processus à l'œuvre ne se cristalliserait plus seulement sur le rapport de l'individu à ses pulsions et à la question de l'animalité en lui, je pense aux manières de table par exemple d'Elias, mais finalement se focaliserait aussi sur sa propre vie à travers un souci croissant de maîtriser son donné physique, de maîtriser son corps, une volonté de contrôle en quelque sorte sur le donné physique. Et que précisément l'irruption du dégoût, si vous voulez, marquerait alors un défaut dans ce contrôle-là, dans cette maîtrise-là, précisément. Et montrerait aussi, si vous voulez, le rejet de ceux qui en sont incapables de ce contrôle. Alors, je reprends donc très vite, d'un point de vue théorique, quelques éléments sur lesquels je m'appuie. Norbert Elias, je l'ai dit, dans la civilisation des mœurs en particulier, fait du sentiment donc de répulsion, d'embarras et de dégoût, je le cite ici, ce qui surgit lorsque le refoulement pulsionnel est finalement incomplet et qu'un individu ou un groupe d'individus manque aux règles de civilité et de propreté. Cette forme de pression sociale s'efforce donc de conditionner les membres de la société, je cite Elias, de telle manière qu'ils ne ressentent plus face à de telles actions que les émotions négatives, le déplaisir, la répugnance, l'embarras. Autrement dit, la sensation de dégoût renverrait alors un recul, si vous voulez, des mécanismes civilisationnels et à une double rupture dans l'autocontrainte. Chez l'individu, bien sûr, qui ne se plie plus aux bonnes manières, et chez celui qui réagit par le dégoût, justement, à cet égard. À la différence, donc, d'une perspective structuraliste, qui figerait justement goût et dégoût, si vous voulez, dans des classifications qui seraient anhistoriques, il faut, au contraire, souligner les changements de sensibilité au cours du temps. Les goûts, évidemment, et les dégoûts, on l'a dit tout à l'heure, sont socialement construits. Et si on prend l'exemple de Bourdieu, par exemple, de Pierre Bourdieu, dans La Distinction. Bourdieu a évidemment montré de manière magistrale dans La Distinction combien le dégoût était... Alors on connaît souvent la question du goût de Bourdieu dans La Distinction, mais finalement il y a aussi l'arrière. Si Bourdieu parle des goûts, il parle, même sans développer cette question-là, il l'a en arrière-fond. Le dégoût est évidemment ce qui est en opposition au goût, et au goût de classe, au goût pur même, d'une certaine façon. Et on pourrait dire, dans ce cas-là, le dégoût, comme le goût, fonctionne pour Bourdieu comme un marqueur de classe, assez clairement. Le dégoût, donc, en intériorisant à même le corps une fonction critique, si vous voulez, permet de fonder donc l'aspiration à la culture en rejetant ce qui est ou ce qui serait bas, dégradant, si vous voulez, avilissant. Bref, ce qui renverrait d'une certaine façon au goût des classes populaires pour les classes supérieures d'une certaine façon.
D'où la hantise dans les classes supérieures on pourrait dire, de plaisirs qui seraient des plaisirs vulgaires, si vous voulez, hein, proches finalement de l'animalité, proches d'une trop grande réalité biologique, si vous voulez. Donc une forme de dégoût, d'abandon du corps, si vous voulez, hein, à la pulsion et à la jouissance avilissante d'un corps relâché d'une certaine façon. De ce point de vue, le déchet ou la saleté renvoie presque toujours un jugement négatif. Hein. Et on en arrive ici à Mary Douglas, évidemment, auquel on ne peut pas s'empêcher de penser et de solliciter sur cette question. Pour qui le problème du déchet n'est pas tant dans sa matérialité même, dans ce qu'il est, hein, mais dans le fait que pour elle, la saleté, c'est justement quelque chose qui n'est pas à sa place, d'abord et avant toute chose. Hein. Et elle souligne justement l'impératif de démarcation dans les classifications. Pour elle, finalement, cette question est d'abord et avant tout une question de classification. Et elle remarque évidemment que si toutes les sociétés, si la passion classificatoire est une passion proprement universelle, hein, pour le coup, les classifications, elles varient dans l'espace et le temps et en fonction des sociétés elles-mêmes. Donc pour elle, ce qui serait dégoûtant finalement, en fait pour elle, il n'y aurait rien de dégoûtant véritablement en soi, hein, mais ce qui serait dégoûtant, c'est ce qui désobéirait d'abord aux règles de classification d'une certaine façon, et qui renverrait justement un jugement de valeur négatif. Dans cette optique, le dégoût est, on pourrait dire, projeté et apposé sur tout ce qui risquerait de souiller le corps, si vous voulez, pour autant qu'il échappe aux règles de classification. Il exprime alors, si vous voulez, le fait que une sorte d'ordre normalisé, entre guillemets, n'est pas respecté, hein, ou d'ordre naturalisé n'est pas respecté. Et cette raison classificatoire participe, comme dans toutes les sociétés, justement, à toutes ces fameuses distinctions et au partage entre ce qu'on considère dans une société comme propre ou sale, hein, entre le haut et le bas, entre le pur et l'impur, entre le féminin et le masculin, entre le beau et le laid, etc. etc. Toutes ces catégories d'opposition. Et ce faisant, et logiquement en conséquence, le dégoût sert à cette fin à désigner, à marquer des frontières, hein, et qui permettent d'ordonnancer les personnes et les groupes. Et on pourrait dire que de ce point de vue, les principales théories psychologiques, anthropologiques et morales qui se sont attachées à comprendre le dégoût s'accordent d'une certaine façon sur ce qui en fait la clé de voûte, si vous voulez. C'est-à-dire que le dégoût, on pourrait dire, est l'émotion de la mise en ordre du monde par le principe de l'exclusion et du rejet. On peut donc faire l'hypothèse raisonnable, si vous voulez, que partout où on observe des manifestations de dégoût, nous avons affaire à un rejet et à un principe d'exclusion et de mise à distance. Que celui-ci soit de nature physique ou qu'il soit tout simplement de nature morale. C'est la raison pour laquelle le dégoût dans cette perspective, et en particulier le dégoût du corps, hein, évidemment, est un objet bon à penser. Alors, pour essayer justement de penser le dégoût, il fallait évidemment quelques lieux d'observation qui permettent de le saisir. Hein. Et nous avons pensé que l'espace des pratiques physiques et sportives et l'espace sanitaire et social étaient deux lieux d'observation privilégiés. L'un parce qu'il est l'expression justement privilégiée du corps et des modèles, hein, du corps, de l'entretien physique, de la performance, et puis l'autre parce qu'il se situe au point de contact précisément entre, on pourrait dire, les institutions, les professionnels
et des figures potentiellement dégoûtantes que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire des personnes malades, des personnes âgées, des personnes mourantes, des marginaux, des sans-abri, des handicapés, des précaires, mais aussi toutes les formes d'humeur, effectivement, que ces métiers du sanitaire et du social auxquels ils ont affaire, d'une certaine façon, et toutes ces formes d'excréta. Alors je vous propose donc de prendre alors quelques scènes d'observation, prises parmi les recherches empiriques de ces dernières années, donc dans ces deux champs-là, donc de vous donner de manière brute quelques scènes d'observation, puis ensuite de tenter d'ouvrir quelques pistes d'analyse, et puis après de conclure. Voilà. Ça va pour le temps ? Clair ? Bien. Alors d'abord dans l'espace, dans le champ, on pourrait dire, des pratiques physiques et sportives. Scène 1. Centre de remise en forme, Nathalie employée dans le privé, 42 ans, mariée, 2 enfants. Je fais du sport plusieurs fois par semaine depuis plusieurs mois. Mais si je suis un peu limité dans ma vie de famille, mais je suis un peu limité dans ma vie de famille. Le mardi et le jeudi, j'ai des cours collectifs de muscu de type body pump, ils appellent ça ici body bar, mais avec de la musique un peu boom boom. Des morceaux qui aident à effectuer des mouvements en rythme. Mercredi footing, le matin et gym 1 heure le soir. Bref, jusque-là, tout allait bien. En fait, les choses allaient si bien que j'avais envie de participer à un forum sur le sujet, entre filles. Et la catastrophe. D'abord forum plus muscu, on tombe sur des forums à 90% masculins, avec des objectifs assez éloignés des miens. Et ensuite, moi, qui suis des cours collectifs, je lis qu'ils sont unanimement décriés. J'admets qu'en plusieurs mois de pratique, ils ne m'ont pas fait un corps de déesse. Je pense troquer un de mes cours collectifs de body bar contre de la muscu, seul en salle. En théorie, pas de problème. Ma salle de sport est sur mon lieu de travail. Une fois ma cotisation payée, on peut suivre les cours ou utiliser les machines. Dans la pratique, en fait, les machines de muscu sont déjà utilisées par plein de garçons qui transpirent comme des bêtes sur leurs machines. Déjà, ça c'est dégueulasse, toute cette sueur. Et en plus, il n'y a pas de filles. Scène 2, qui sont des scènes d'observation que j'ai observées dans les salles de musculation, sur des machines précisément. Mimique de dégoût en passant derrière quelqu'un qui a transpiré. On essuie et on fait, voilà. On ne peut pas s'empêcher, on ne se voit pas, mais voilà. Et puis on nettoie consciencieusement, soit avec sa serviette, soit avec des serviettes en papier, et on donne un petit coup de pchit en plus pour, voilà. Les personnes qui pensent et qui essuient consciencieusement après avoir utilisé la machine, voilà, pour laisser la machine propre, voilà, ou voire même le fond, voilà. Le classique, on dispose sa serviette sur la machine, voilà, voire on met des serviettes en papier là, pour saisir, etc. Donc on essaye de faire tout comme il faut. Et puis, pour les personnes qui ne le font pas, on voit dans ces salles de temps en temps des interactions entre pratiquants qui viennent se reprocher, qui viennent, écoute, voilà, bon, bref, des formes de régulation précisément autour de ces questions du dégoût. Travailleurs, je vous propose maintenant quelques scènes chez les travailleurs sociaux, donc éducateurs et assistants sociaux. Scène 1, travailleurs sociaux. Un des couples chez lequel j'interviens habite dans un logement particulièrement sale. L'odeur est très prenante et imprègne souvent mes vêtements. Les premières minutes sont toujours difficiles car elles provoquent des réactions physiques très fortes, avec l'envie de vomir. Le plus souvent, il s'agit d'odeurs, non seulement corporelles, mais également celles du logement. Il arrive parfois que le dossier administratif que j'amène chez la personne sente encore l'odeur de son domicile une fois que je suis revenu au bureau. Ou bien quand je lui emprunte un papier dont j'ai besoin pour faire une démarche, ce dernier est parfois imprégné de l'odeur du domicile. Souvent, les personnes inspirant le dégoût portent des vêtements tachés et leur domicile est souvent sale. Alors certes, l'hygiène est propre à chacun, mais lorsqu'il s'agit de mégots au sol ou bien de nuisibles, des taches de gras, etc. Scène 4, Jean éducateur, 28 ans.
lorsqu'il s'agit d'odeur, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Ne pas respirer ou faire de l'apnée risque d'être compliqué pour un rendez-vous qui dure environ 1 heure. Alors en hiver, l'écharpe est bien utile afin de prendre une respiration de sa propre odeur de temps en temps. Ou bien, c'est une technique qui m'est personnelle, j'ai acheté un pot de type Vicks, pour ceux qui connaissent. C'est à mettre sur le torse quand on est malade, là. Ça sent l'eucalyptus de manière assez forte. Et je m'en applique légèrement sous les narines avant de rentrer au domicile des personnes chez qui l'odeur me dérange. Scène 5, Françoise, éducatrice, 25 ans. Parfois, tu ne prends pas à pleine main la main tendue et tu trouves une stratégie pour l'éviter. Tu écourtes un entretien par écœurement parce que ce jour-là, tu peux pas. Ça arrive sans savoir pourquoi. Là, certaines personnes te touchent, d'autres te dégoûtent. C'est comme ça. Ça touche à l'intime, interprétation de certaines maladies. Scène avec les aides-soignantes. On monte un petit peu en grade, vous m'excuserez. Par Fanny Dubois, donc dans un service de gériatrie à l'hôpital. Nous entrons dans la chambre avec beaucoup de réticence, car nous savons que les odeurs désagréables qui envahissent le service viennent de chez le patient du lit 9. Dément, il a perdu le contrôle de lui-même, il ne supporte pas sa protection et se déshabille dès que l'une d'entre nous a le dos tourné. Il crie tellement fort que le médecin n'a pas trouvé d'autre solution que de lui administrer des doses fortes de calmants. Quel calvaire! Comment allons-nous nous y prendre? Déclare ma collègue en constatant les dégâts. Son lit, sa tête, ses pieds, les rideaux, tout est recouvert de ses excréments. Il rigole en s'amusant à les manipuler. Là, je n'en peux plus, dis-je, en réalisant qu'il m'empoigne avec sa main souillée. Scène suivante, toujours par Fanny Dubois en gériatrie. La gestion de la subocclusion intestinale d'un patient, ça n'arrête pas de couler, dépend de nous de manière constante, à tel point que nous faisons des tournantes entre nous à chaque fois que la sonnette retentit. Nous n'en pouvons plus, et nous répondons à ses excuses par des soupirs. Un soir, je pensais à lui, et je m'effondrais en larmes, tellement j'avais honte de la manière dont nous l'avions traité. Dès que je prends de la distance, je réalise la maltraitance que nous pratiquons parfois. Mais il n'en va pas de même dans la situation vécue, lorsque la violence subie en raison des dégoûts est trop forte. J'arrive difficilement à pratiquer ce que mes valeurs me commandent d'ordinaire de pratiquer. Enfin, dernière scène par moi-même en maison de retraite avec une aide-soignante. Alors que Françoise et Catherine sont en pause et que nous discutons de manière informelle de leur rapport au corps et aux substances du corps des personnes âgées dépendantes dont elles ont à s'occuper, et que la discussion tourne autour de l'habitude et de l'insensibilité dont elles sont amenées à faire preuve, j'évoque l'odeur que j'ai eu du mal à supporter dans la chambre 28 tout à l'heure, en disant que personnellement je ne suis pas certain de pouvoir m'habituer et supporter toutes ces odeurs. Et Françoise évoque alors sa surprise d'avoir découvert un jour de soins, dans le miroir qui lui faisait face, dans la salle de bain d'un résident, sa propre grimace de dégoût alors qu'elle vidait un bassin. C'est-à-dire qu'elle évoque la situation, elle se voit tout à coup, en allant dans les toilettes, il y a un miroir qui est en face d'elle, elle se voit en vidant le bassin, en faisant une grimace de dégoût. Et alors elle se rend compte, finalement elle me dit, mais non, moi j'ai pas de dégoût. Et c'est en évoquant ces questions avec elle qu'il me dit, oui, mais je me souviens d'une fois, je me suis vu. Et là, effectivement. Donc, effectivement, oui, ça m'arrive d'être dégoûté, d'une certaine façon. Alors, quelques pistes d'analyse à partir de ces situations. D'abord, autour de la question de la sueur. Bien que les salles de sport, bien que dans la pratique sportive, dans les centres de remise en forme ou dans les stades, que tous ces lieux-là soient des lieux privilégiés véritablement, d'expression d'efforts physiques, et donc que ce sont des espaces normalement légitimes où la sueur peut s'écouler, puisque de toute façon, à partir du moment où on met le corps en mouvement, nécessairement, le corps va produire de la transpiration. Bien que ce soit donc des espaces, on pourrait dire a priori légitimes de transpiration, il n'empêche que la sueur n'y est pas une manifestation anodine, si vous voulez. Mais elle implique, au contraire, tout un traitement
pratique et symbolique qui vise, y compris dans ces espaces-là, à la neutraliser. Qui plus est ailleurs, évidemment. Si on prenait l'exemple précédent chez les consultants, on imagine bien un consultant qui transpirerait, ce ne serait pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le comprend bien dans d'autres espaces, voilà. Mais je veux dire, dans les espaces sportifs, il s'agit de la même chose, de manière plus restreinte, plus souple, c'est un espace nécessairement de tolérance, puisque c'est un espace où nécessairement la sueur y est présente. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec sa sueur, mais qu'au contraire, il y a tout un traitement. Bref, que la sueur, y compris dans ces espaces-là, reste menaçante, entre guillemets. Bref, et en particulier lorsqu'elle est justement trop abondante et qu'elle n'est pas contrôlée, d'une certaine façon. C'est-à-dire lorsqu'elle dégouline, précisément. Et lorsqu'elle dégouline, lorsqu'elle répand, et c'est là que c'est dégoûtant. Voilà. C'est-à-dire que lorsque la sueur franchit les frontières de ce qui est considéré comme acceptable, y compris dans cet espace-là, y compris dans l'espace sportif. Et lorsqu'elle dépasse ces frontières, eh bien, le dégoût refait surface. Et ça nous dit bien, ça nous indique bien le statut de la sueur. Le statut de la sueur, c'est un déchet d'une certaine façon. Alors évidemment, ça peut rassurer. C'est-à-dire quand on boit de l'eau, ça rassure sur ce qu'on sue, mais quand même, d'une certaine façon. Je pense en particulier à des espaces que j'ai beaucoup observés aussi, qui sont les lieux de sudation même, les saunas, tous ces lieux-là qui sont souvent d'ailleurs associés à des centres de remise en forme. Bon, bien sûr, là on est vraiment dans l'espace complètement privilégié, puisqu'on est là pour transpirer dans ces espaces-là, mais ça ne veut pas dire que sa sueur, la question de la serviette, la question de nettoyer, tout ça est très très important aussi, évidemment. Bon, je passe très vite sur le dispositif dans toutes ces salles où effectivement quand on vient parler avec sa serviette, on nous donne une serviette, l'utilisation de la serviette qui est notée, on rappelle l'utilisation nécessaire de la serviette, etc. etc. Mais une des choses effectivement qui pose problème, c'est qu'effectivement la sueur, lorsqu'elle se dégrade, nous le savons tous, elle produit des odeurs, précisément. Les odeurs corporelles qui peuvent être fortes. D'où, dans ces espaces sportifs aussi, l'utilisation d'antitranspirants, de déodorants, de vêtements qu'on change, de la serviette comme de dispositif absolument essentiel pour s'éponger, etc. Qui est absolument fondamental. Serviette d'ailleurs qu'on peut changer comme les vêtements lorsqu'ils sont souillés. Et donc dans ces salles d'ailleurs on voit en permanence un balai, le balai on pourrait dire c'est la danse, le balai au sens de la danse des serviettes, où on change les serviettes régulièrement, etc. Justement, celles qui sont souillées pour en remettre des propres qui sentent bon, etc. Voilà. Donc, finalement, l'essai de la sueur déposée, par exemple, si on prend les machines de musculation, c'est souiller, finalement, ces machines. C'est-à-dire que la machine, si vous voulez, le temps de son utilisation est approprié par la personne, et qu'elle devient une sorte de territoire revendiqué par la personne. Et que, alors, on ne peut pas laisser une machine souillée parce que précisément, c'était la souillure de quelqu'un d'autre. On pourrait donc, pour reprendre les termes de Goffman, faire l'hypothèse que la sueur d'autrui, si vous voulez, est finalement interprétée comme une forme de contamination, comme une sorte, pour reprendre les termes de Goffman, comme une offense territoriale, selon les termes même de Goffman. Autrement dit, elle révèle une forme de transgression des règles qui institue ce qui doit être réuni et ce qui doit être séparé. Et puis évidemment, autour de cette question de la sueur et toutes les formes d'excrétion, on voit bien que la question du privé et du plus ou moins public est aussi quelque chose de très discriminant. On va dire on y a plus de tolérance dans le privé, avec des personnes qu'on connaît, et plus on est dans les espaces publics, moins il y a de tolérance autour de toutes ces questions, avec toutes les formes d'excrétion et d'excréta du corps. Donc le dégoût que suscite, si vous voulez, la sueur est lié donc évidemment à cette image du déchet, et renvoie, et en particulier du côté de la transpiration et des odeurs, à
la question de l'animalité aussi en nous. C'est-à-dire nous sommes des animaux aussi, tout simplement, voilà, entre guillemets comme les autres, mais qu'il y a justement toute une entreprise d'occultation de cette part animale, sociale, culturelle, de tout ce qui viendra trop rappeler cette nature entre guillemets animale, qui suscite justement tout un mouvement de répulsion qui n'est pas simplement individuel mais qui est là très largement collectif, et travaillé par la culture. Donc la présence de la sueur, elle est inconvenante, elle est non désirée parce que justement elle rappelle ça, et elle rappelle ce manque d'autocontrôle précisément. Bref, et que l'évacuation de cette sueur, c'est justement, participe à la construction de ces activités comme des activités propres et contrôlées, tout simplement. Donc on le voit en particulier, je trouve, dans les salles de remise en forme, ce qui est mis en valeur, c'est un certain type de canon du corps, c'est-à-dire une réalité qui doit être finalement désodorisée, aseptisée. C'est ça qui est mis en scène, finalement, comme souscrite aux contingences, si vous voulez, de l'excrétion biologique, des traces de vieillissement, etc. etc. Bref, loin, mais alors très loin, de la réalité des travailleurs sociaux et des aides soignantes dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Alors, venons-en précisément aux travailleurs sociaux et aux aides-soignants. L'idéal de la pratique des travailleurs sociaux, comme ceux donc des aides-soignants, on pourrait dire, se trouve dans une forme de tension entre une mise à distance et une désaffection, on pourrait dire, raisonnable, et avec un souci empathique nécessaire pour les personnes dont ils s'occupent. C'est-à-dire que les travailleurs sociaux et les aides soignants doivent évidemment respecter une déontologie, si vous voulez, et un impératif empathique, au même titre d'ailleurs que tout autre professionnel du soin, mais peut-être plus encore que d'autres professionnels, si vous voulez, en raison précisément de leur proximité et de leur commerce quotidien avec les personnes, et avec la fragilité de ces personnes et avec ces situations. Il est évidemment néanmoins des situations où l'empathie s'arrête, et c'est lorsque le dégoût précisément de l'autre et le dégoût de soi commence, parce que les deux sont articulés l'un à l'autre. Et le dégoût, suscite alors des sentiments à la fois de culpabilité et de honte. Non seulement parce que éprouvé comme une entorse à un souci éthique, si vous voulez, et personnel, mais aussi comme une entorse à un code normatif professionnel, qui précise justement de mettre à distance ce type d'affect de dégoût. Bref, il est souvent vécu comme une faute professionnelle, si vous voulez, parce qu'il est sans cesse rappelé par la hiérarchie et par les familles qui peuvent être mécontentes du traitement réservé aux personnes, tout simplement. Bref, qu'il y a là une obligation, si vous voulez, de maîtriser l'expression de son dégoût, qui se manifeste non seulement dans l'entre-soi professionnel, mais s'infiltre aussi, plus profondément encore, dans le fort intérieur des personnes. Témoin cette aide-soignante que j'évoquais tout à l'heure, qui dit sa surprise d'avoir découvert dans le miroir sa propre mimique de dégoût. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas elle-même, il a fallu qu'elle se voie elle-même pour prendre conscience qu'elle était encore dégoûtée d'une certaine façon. Tellement il y a un interdit, si vous voulez, professionnel sur cette question. Vincent Goljak, qui a travaillé sur la honte, a bien montré que la honte de soi est alimentée par la honte éprouvée par l'autre, généralement. Et elle est d'autant plus troublante, si vous voulez, lorsque la personne, parce qu'elle n'a plus le contrôle d'elle-même et qu'elle est en rupture avec les normes d'autocontrôle et d'hygiène, ne témoigne pas justement de la gêne attendue, si vous voulez, d'une personne qui serait par exemple humiliée par ses excrétions ou par ses propres déchets. Alors,
alors surgit précisément une certaine agressivité qui accompagne la paralysie provoquée par le dégoût, par le haut le cœur, d'une certaine façon. Et c'est là qu'on voit arriver des conduites déshumanisées et des conduites déshumanisantes vis-à-vis de ces personnes et qui ouvrent, qui font jour à des formes, ce qu'on appelle des formes de maltraitance, si vous voulez. D'autant que ces expériences-là de dégoût se font la plupart du temps de manière solitaire. Il y a une très grande solitude. Et comme il y a une grande honte à dire le dégoût, on le vit de manière solitaire, ce qui aggrave les choses d'une certaine façon. Donc l'attitude des soignants participe d'une certaine façon alors à la relégation sociale de certains patients, de certaines personnes, participant en même temps à leur propre relégation, si vous voulez, parce que croyant devoir supporter ce que personne ne serait capable de supporter sans sourciller, et en éprouve évidemment de la culpabilité. La honte comme le dégoût, c'est pas quelque chose qui se partage. Tout incite, comme je disais tout à l'heure, au contraire à le taire, à le reléguer dans les coulisses de la vie sociale. Et on sait que le sale boulot, ce qui s'appelle le sale boulot, d'une certaine façon, qui a été théorisé par Hughes, tend à s'organiser selon une hiérarchie professionnelle. Et que le degré de souillure auquel on est exposé dépend évidemment de sa position dans la hiérarchie sociale. C'est assez clair dans le milieu médical. C'est assez limpide de ce côté-là. Anne-Marie Arborio, qui a travaillé sur les aides-soignantes, a fort bien montré que les aides-soignantes sont justement un groupe professionnel défavorisé et que leurs conditions de travail sont le plus souvent vécues dans une équation émotionnelle faite précisément de dégoût, de honte et de culpabilité. Alors évidemment, ce degré de tolérance à la saleté, au corps abîmé, au dégoût, ne dépend pas, vous l'aurez compris, d'un état simplement objectif, mais aussi de jugement de valeur sur les causes et les origines. Et que, évidemment, cette évaluation, elle va diverger selon nos propres convictions morales, selon la classe sociale des acteurs et selon aussi leur spécificité culturelle. J'ai quelques éléments encore de conclusion, je peux encore prendre 5 minutes. Ouais. Alors, vous aurez donc compris que le dégoût est chargé de tenir à distance ce qui pourrait nous contaminer d'une certaine façon. Ce contenu donc implicite constitue, on pourrait dire, une menace morale, au sens que lui donne Martha Nussbaum. Je vous renvoie à son ouvrage. C'est la raison pour laquelle un ensemble de pratiques individuelles et collectives sont forgées par les individus, mais aussi par les professionnels, pour se prémunir contre la souffrance, d'avoir à s'exposer au dégoût. Il existe donc une obligation, si vous voulez, à rendre invisible aux autres, autant qu'à soi-même, l'intensité de la répugnance ressentie à cet égard. Autrement dit, et on revient à Elias, l'autocontrôle est une absolue nécessité. Aujourd'hui, plus encore qu'hier. Il est donc la condition d'un bon travail et l'expression d'une forme d'éthique professionnelle dans les interactions avec les corps difficiles. Autrement dit, il est impensable aujourd'hui dans nos sociétés occidentales de laisser libre cours au dégoût, comme le font par exemple les soignants indiens. Aujourd'hui, en Inde, par exemple, on peut le voir. J'ai une collègue qui travaille dans les hôpitaux en Inde, et on va dire l'expression du dégoût peut se manifester de manière beaucoup plus libre vis-à-vis de certains patients, de certaines patientes, en particulier vis-à-vis de classes populaires, en particulier des hindous vis-à-vis de musulmans, etc.
Chose d'ailleurs certainement qui existait en France il y a un certain nombre d'années, mais qui ne se fait plus aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle un certain nombre on pourrait dire, de stratégies de défense, stratégies de défense d'ailleurs individuelles et collectives, visent à contrôler le dégoût. On peut donc ainsi l'occulter et s'en protéger, par exemple en se coupant de ses perceptions, comme on l'a vu tout à l'heure. On peut aussi tout simplement le dénier, le réduire à une forme d'expression seulement, ou à une représentation. On peut aussi coopérer, on peut s'entraider, on peut surcompenser par une forme d'hypercorrection, par exemple. On peut aussi faire preuve de courage. On le voit chez les pompiers, par exemple, chez un certain type de métier. Une forme virile, une forme d'éorisation, ou dans ces formes d'éorisation, on peut penser chez les religieux. On a une longue tradition du côté de la chrétienté, les saints qui vont au contraire aller vers les corps vers le dégoût, vers les choses purulentes, etc., pour montrer qu'on est au-delà de tout ça. Donc, forme d'éorisation, bien sûr, c'est plutôt la version masculine, et puis une version plus féminine, qui serait plutôt la compassion, le travail du cœur, etc., qui est une autre forme là aussi. Bref, des manières à la fois physiques et morales d'y répondre. Évidemment, toutes ces réponses sont variables, elles sont variables selon les personnes, selon les sexes, vous l'aurez compris, selon l'âge, selon l'expérience, selon les métiers, et aussi selon la signification que les personnes attribuent à leur propre métier, là aussi. Bref, le dégoût se présente finalement comme, on pourrait dire, la marque de la pensée sur le corps. Il indique en ce sens la tension dans laquelle se trouve toute personne en proie au dégoût. Le rapport immédiat à l'objet qui suscite le dégoût devient, d'une certaine façon, impraticable, tout en étant en même temps central. C'est bien le problème. C'est dire la tension que produisent justement ces expériences et ces situations de dégoût, si vous voulez. Le dégoût n'est donc pas le produit d'un simple rapport au réel qui s'impose, mais à l'inverse, il me semble, parce qu'il nous en arrache, dans le même temps où nous y sommes confrontés, par une forme d'effraction qui nous destitue de notre puissance d'agir pour nous soumettre précisément à ces effets irrépressibles. C'est la raison pour laquelle le dégoût apparaît souvent comme honteux, parce qu'il est une puissance tout simplement de soumission qui vient battre en brèche plein de choses, l'échange, la volonté, la représentation, la morale, l'éthique, que ce soit l'éthique médicale ou la déontologie professionnelle. Ça vient mettre en brèche tout ça, en quelque sorte. En fait, et pour conclure, on pourrait dire ce que révèle enfin le dégoût, c'est à quel point il traduit la nécessité de mettre à distance et la nécessité de se séparer. Pas seulement de corps vécus comme répulsifs, en tant que corps déchu, en tant que corps diminué, mais aussi en tant que représentants des groupes sociaux auxquels ils appartiennent. Autrement dit, cette séparation-là, elle est sociale, au sens fort du terme, au sens de séparation entre groupes sociaux et classes sociales. Le dégoût, donc, réinstaure des frontières sociales sur le corps lui-même, d'une certaine façon. Et on rejoint ici l'hypothèse de Cass-Wouters, d'une peur croissante du déclassement dans nos sociétés de plus en plus égalitaires. Le dégoût y serait alors une réaction somatique, tout simplement, de la crainte de l'indistinction, de la crainte du rapprochement social avec ceux dont on souhaite rester à distance. D'accord ? Finalement, la peur ou la menace que la différence de statut et de corps ne s'efface d'une certaine façon. Ce serait alors, évidemment, de modèles sociaux dont le dégoût nous parlerait finalement, en nous parlant précisément de corps légitimes et illégitimes aujourd'hui,
via le dégoût. Des corps abîmés et mis à mal, hein, tels seraient finalement les nouveaux misérables, d'une certaine façon, hein, au sens de Victor Hugo. Et par misérable aujourd'hui, il faudrait entendre non pas celui qui porte à la pitié, mais celui qui a cessé de solliciter hypocritement la pitié pour exiger cyniquement l'aversion. Et ça, si je reprends, Bataille. Autrement dit, une aversion qui produit évidemment une forme d'ostracisme, si vous voulez. Et on saisit donc ici, à cet endroit, que le dégoût a partie liée évidemment avec les formes de la normalité sociale. Mais avec les formes les moins explicites de cette normalité sociale. C'est la raison pour laquelle les modèles sociaux soutenus par le dégoût sont à la fois les plus efficaces et aussi les plus invisibles. On rejoint là évidemment les enjeux politiques de cet objet. Le dégoût, en dessinant les contours des corps légitimes aujourd'hui, permettrait donc d'indexer les normes sociales de la seule façon dont nos propres sociétés aujourd'hui sont capables de le faire, non pas de manière autoritaire, en jetant l'anathème, d'accord, mais au contraire par des modèles implicites d'une certaine façon, par l'instillation de ces modèles répulsifs qui sont d'autant plus impérieux et d'autant plus efficaces qu'ils sont sensibles et qu'ils ne s'annoncent pas comme tels. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour ce travail très intéressant qui termine sur Georges Bataille. Alors, ce qui va me permettre de vous poser deux questions, et qui permettra aussi de parler de l'exposé précédent d'une manière indirecte. La première des questions, elle porte sur l'analyse, justement, à proprement parler, des formes qualitatives que sont les formes olfactives, les formes sensorielles, tactiles, et qui sont apparues précisément dans la philosophie en Occident, à partir du moment où il y a eu des repositionnements de la question des rapports entre l'âme et le corps. Précisément, par exemple, avec John Locke, dans l'essai sur l'entendement humain, où on pose la question du rôle de la sensation, du rôle du toucher, du tactile, et bien auparavant avec Descartes, quand on découvre le nouveau monde. Vous allez voir où je veux en venir. C'est sur cette politique olfactive. Cette question aussi de ce qui était posé précédemment sur le recrutement, sur les odeurs, les positions, qui sont liées, et on en parle très peu dans la sociologie française, à part peut-être Bourdieu dans un premier texte dont je parlais hier avec un de mes amis, l'ontologie politique de Martin Heidegger, à savoir que le nazisme a, lui, produit une anthropologie des goûts, des dégoûts, une esthétique des corps, et Georges Bataille a lui-même analysé dans un article de critique ce que signifiait le nazisme en termes d'infâme, de souveraineté, de transgression, etc. Et on l'a souvent confondu, d'ailleurs, avec quelqu'un qui faisait un retour au paganisme, alors qu'il analysait les catégories qui permettaient de penser de manière extrêmement précise et historique ces apparitions. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que, et je vais directement au cœur de votre conclusion, est-ce que ce que vous avez appelé très justement, en reprenant Elias et Gouffman et d'autres, une exclusion sociale, est-ce que ce n'est pas tout simplement la forme que prend la colonisation à l'intérieur de notre société quand elle porte sur des corps sociaux qui sont valorisés ou dévalorisés en termes de dominé ou de dominé, de puissance ou de puissance. Autrement dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une spécificité du champ colonial à l'intérieur même des institutions sociales qui serait non pas l'inconscient ou l'impensé, mais qui justement marquerait sous le chef du malaise, sous le chef de la révulsion, sous le chef du dégoût, du pourrissement, etc. Ce que vous avez essayé d'analyser dans le légitime et l'illégitime. Dans la mesure où, justement, ces catégories, elles sont fluctuantes. Par exemple, si je prends la notion de pourriture, dans l'alimentation, elle peut être valorisée. Dans le plat faisant
dans le champignon microscopique de la position noble du Roquefort, etc. Vous voyez, il y a des champs où ça s'inverse et des champs où ça se valorise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas fondamentalement ce que Foucault a pointé sur le chef de la biopolitique, c'est-à-dire une gestion des régimes de corps qui passe à un niveau qui n'est plus celui de l'esthétique ou de l'appréciation subjective ou de la catégorisation sociale, mais d'une organisation propre des corps vivants et des populations en fonction de structures qui sont des structures proprement coloniales. Pardonnez la... Non, mais... Voilà, je vais essayer de répondre, mais c'est pas... Bon, ça nous emmènerait très loin. Je ne ferai pas tout à fait la même analyse que vous. Je pense que la question coloniale est inclue dans l'exposé que j'ai fait, d'une certaine façon. C'est pas l'inverse. Voilà. La question coloniale est une modalité, en quelque sorte, de domination, certes importante, mais la question du dégoût ne lui est pas soumise d'une certaine façon. Ça peut être un outil politique. Le dégoût peut être utilisé comme un outil politique. Et si on prend l'exemple du nazisme, enfin, ça apparaît très clairement. Dans le nazisme, la politique en particulier vis-à-vis des juifs, hein, comment des campagnes pour de caricatures en fait des juifs, hein, suscitant le dégoût d'une certaine façon, hein, en faisant une vermine qui est bonne quoi à écraser, à tuer, je veux dire, dont il faut se débarrasser. On fait quoi d'une vermine? On cherche à s'en débarrasser de la vermine, hein, par tous les moyens. Bon, donc à susciter chez la population, on pourrait assez aisément le démontrer, qui a donc toute une tentative en quelque sorte d'utiliser par un affect, hein, qui est le dégoût, à visée politique, pour se débarrasser alors des juifs, mais aussi des homosexuels, de tous ceux qui sont inutiles d'une certaine façon, hein, qui sont considérés précisément par le régime nazi comme, voilà, hein, comme de la vermine dont il faut se débarrasser. Donc on pourrait prendre aussi sans doute d'autres exemples historiques en montrant comment on cherche à réduire, et en particulier je trouve dans la colonisation, c'est très très des tentatives d'animalisation de l'autre, hein, de l'être humain. Hein, on cherche finalement à l'animaliser, à montrer que c'est un animal. C'est pas vraiment un être humain, hein, c'est plutôt... on ne sait pas d'ailleurs, c'est toute la question du Nouveau Monde. Enfin, il y a des discussions très sérieuses là, entre les savants catholiques, etc. Les catholiques. Voilà, est-ce que ce sont vraiment des êtres humains, quoi, hein? Et la réponse à cette question détermine le statut et la manière dont on va les traiter, dont on va traiter les Indiens du Nouveau Monde, les indigènes. Et c'est fondamental. Donc, voilà. Je pense pas que... Enfin, là, je ne répondrai pas du tout à votre sens. Hein. Je pense que le dégoût, l'utilisation politique du dégoût est une catégorie plus large et qui pourrait être utilisée sous différentes formes de domination, dont la colonisation. Hein. Enfin, votre question est une question presque post-coloniale, en quelque sorte. Ou alors, une manière de la reprendre, ce serait de se dire, est-ce que dans notre société post-coloniale, n'y aurait-il pas encore des formes vis-à-vis... bon. C'est plus radical que ça, ce que je dis. Hein. C'est-à-dire que, en fait, l'Europe a découvert la colonisation qu'avec le nazisme. C'est-à-dire que ce que faisaient les nazis en Europe, c'est ce que faisait l'Europe dans le Nouveau Monde, etc. Et donc, il fallait marquer ça du côté de l'étrangèreté. Bon, là, c'est historique. Hein. Je veux dire, le régime allemand n'avait plus de colonies, il avait perdu le Bénin, il avait perdu le Togo, etc. Et qu'il fallait un espace vital, le Lebensraum, un espace vital là où il était, en Europe. Et donc les structures coloniales apprises par l'étude de l'administration française, entre autres, pour le cas de Bismarck et d'Hitler, c'est retourné en Europe. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas simplement une question d'espace à la Gouffman de sociologie du pouvoir, c'est une question de biopolitique. Est-ce que les formes d'exclusion, de binarisation, de classification, de taxinomie ne relèvent pas d'une forme, au sens fort du terme, coloniale qui vise à dévaluer une partie de l'humanité en inventant, en fictionnant celle-ci,
par des sciences, par des pratiques esthétiques. Hein. Regardez l'usage, par exemple, du chic, du parfum, dans des aéroports, justement, de la désodorisation, qui vise à instituer une nouvelle humanité, hein, effectivement, des êtres entre ciel et terre, etc. Et cette question je la prends très au sérieux, hein, c'est pas simplement une figure, c'est pas une question post-coloniale. Nous ne sommes pas sortis du monde colonial. C'est ça que je voulais. Oui, d'accord, c'est bon, pourquoi pas, c'est une hypothèse qu'on pourrait reprendre, mais bon. Enfin, sur la question du dégoût, je trouve que bon, elle n'est pas.